Suisse, par exemple, dans le centre financier de Genève et de Zurich, il y a beaucoup d'instituteurs qui étaient en plein de revenir en Espagne, et l'Espagne continue à envoyer des profs parce qu'on en a besoin. Parce que ce sont des gens qui exigent ça, comme on dit, comme un droit constitutionnel. Je ne sais pas. Je pourrais m'étendre, mais c'est pas les gars. C'est pas pour c'est bon. Mais je crois que le français, c'est toujours une langue de possibilités professionnelles. Dans ma famille, je trouve 2 ingénieurs qui étaient à Toulouse avec Airbus. Évidemment, ils sont partis avec l'anglais. Mais pour survivre, il avait besoin du français. Et un cousin, un beau-frère, il a travaillé chez Renault. Il a commencé à face à Renault, en Espagne. Il vient de se licencier maintenant. C'est-à-dire, je crois la France est une puissance, quand même, hein, encore, malgré la crise. Je suis d'accord avec toi, mais je suis inquiète parce que je pense qu'il y a un peu de besoin maintenant de profs à l'étranger. Oui, de moins en moins. Après ça, ce qui se passe, pour ceux qui s'intéressent dans les langues, comme c'est cassé, c'est par exemple, ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État, il y a beaucoup de profs espagnols qui partent aux États-Unis. Après ça, je crois qu'ils sont en nombre de 3000. Il y a quelques années, c'était 2000, 300. Ça a commencé avec l'État de Washington, dans le Pacifique. Et après, moi j'ai des amis maintenant qui sont à New Jersey, à New York, des gens qui partent avec des contrats faits par les Américains. Ce sont les Américains qui viennent ici, font un entretien à l'Hôtel Palace, je crois qu'ils font, ou le Ritz. Ils sont sélectionnés d'après une liste qui prépare le ministère de l'Éducation. Mais finalement, ils partent $3 000, $4 000, on m'a dit. Mais pour les fonctionnaires... Et pour les fonctionnaires, c'est la catastrophe. Je veux dire que tu n'es pas contraté pour l'État, tu es contraté pour les États-Unis, mais tu dois renoncer à ton place. Je crois que tu demandes, comment ça s'appelle, une excedencia, et tu pars. Mais après, tu reviens avec un background incroyable. Moi, j'ai des amis ici à part qui sont là. Mais il y a d'autres programmes qui sont, encore les agrupaciones, mais ce sont les sections d'espagnol, sections d'anglais, ou sections dans des lycées français, ou de gymnasium en Allemagne, même en Italie, ils parlent beaucoup. Bon, ça c'est pour les frères. Je parle. Bon, disons que pour aller en France, ou dans n'importe quel pays où l'on parle français, comme prof espagnol, tu as besoin d'un niveau qui se correspondait avant avec le 3e de l'école des langues, maintenant de la 4e. Ou bien tu le montres avec un diplôme de l'école des langues, ou bien tu passes un examen avec las Philippines ou à Boya, je ne sais pas où, pour montrer que tu vas te débrouiller. Ça pour les Français. Mais c'est une expérience. Les Français est très employé dans l'Union européenne, je veux dire dans les institutions européennes, la Commission, le tribunal. Ça peut-être Marguerite. Je ne sais pas. Oui, c'est bon. Toutes les langues qui font partie de l'Union européenne sont officielles, mais disons que de toutes les langues qu'il y a, l'anglais et le français, c'est les 2 langues officielles. Tout à fait officielles. Tous les documents, en général, sont rédigés dans ces 2 langues. À part évidemment. Yes, mais je veux dire dans la vie quotidienne, dans les institutions. Comme langue de travail. Oui. Oui, comme langue de travail, évidemment, on a Bruxelles, Strasbourg. Alors, les institutions qui ont pour siège des villes francophones, évidemment, c'est le français qui est utilisé comme langue de travail. Aussi bien à Strasbourg que à Pour les gens, très récemment, j'ai un ami qui m'a demandé si je connaissais un avocat spécialiste en droit communautaire. Et c'était pour Strasbourg. C'était pour Strasbourg. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on travaille en français. Moi, je connais la ville assez bien. Et c'est une ville française, tout à fait. À Bruxelles, ça se passe autrement. Ils prétendent
ils prétendent d'introduire les flamands, mais quand même les gens parlent français. Tu vas à un hôtel, parlent français. Voilà. Et dans les autres institutions, moi je ne connais pas. Évidemment au Luxembourg, ils parlent français, bien qu'ils soient un patois aussi. C'est-à-dire que ça compte. Oui, heureusement. D'autres questions? Est-ce que je peux faire des questions? Oui, j'allais dire. Si je eux peux ne choisir. posent pas de questions. Je fais des questions. Moi j'étais instituteur, alors j'ai... Vous comprenez instituteur? Qu'est-ce que c'est? Professeur, Le instituteur professeur pour le primaire. de l'école primaire. Ok. Alors j'ai le vice d'exiger. Alors, pourquoi tu t'es intéressé au français? Parce que je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Comme nous personnellement ou pour des ambitions professionnelles? Non, et personnellement. Bon, c'est bon. Alors une autre. Vous, monsieur, J'aime les Français. vous aimez les Français? Oui. Et j'ai voyagé à Paris l'année dernière. L'année prochaine. Tu vas voyager l'année prochaine. Oui. La dernière, la jeune fille est là, la jeune dame. J'étudie le français parce que j'ai famille à Lyon et j'aime parler avec elle et comprendre un peu ce qu'elle m'a dit. Oui. Tu fais le Skype avec des gens français. Non, j'ai parlé avec elle ou avec elle quand j'ai allé à France, à Lyon, ou elle allait ici. C'était cette année, et mon cousin allait ici. Et j'ai parlé avec elle parce que je le comprends, mais je ne comprends tout. Et pour ça, j'ai... Et la dernière question, c'est à lever la main. Qui a des relations familiales avec des gens en France? Vient de vieilles familles émigrantes ou viennent des gens qui sont en France maintenant? C'est-à-dire, la cousine, Mes cousins. ton cousin, il est où? Ils habitent à Neuchâtel. À Neuchâtel. À Neuchâtel. Ah, je connais très bien. Moi aussi. C'est bon. Moi aussi. Ouais. Et la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds. Ah, le Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds. Le tunnel pour passer en France. Si. Oui. Tu avais été à... J'étais à la Chaux-de-Fonds, je suis allée à Neuchâtel. Tu connais le bâtiment de Le Corbusier, là, en France? En Suisse, la Chaux-de-Fonds. Pas plus de famille? J'ai des cousins qui habitent à Marseille. À Marseille. Et je suis allée à Marseille et j'ai pratiqué un peu français avec eux. Ça vaut le coup maintenant avec Marine Le Pen là-bas. Bon, je me tais. Très bien. Bon, je crois que je vais prendre un petit peu la parole, mais pas beaucoup. Je crois que nous avons le vif exemple de personnes qui, comme disaient Guillermo et César, ne se sont pas limitées au cours. Hein. Venir au cours, c'est bien, hein, parce que c'est vraiment le point de départ d'un apprentissage. Les profs, nous sommes un peu vos guides, hein. Nous vous fournissons des outils linguistiques, nous vous ouvrons un peu les portes vers la culture véhiculée par la langue que vous apprenez. Mais si vous en restez là, si vous vous limitez aux quatre murs de la classe, votre progrès ne va pas être le même que si vous prenez un peu le contrôle de votre propre processus d'apprentissage. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à tout ce qui tombe sous la main. Et aujourd'hui, comme disait César, à l'époque, lui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on avait? On avait
les livres de littérature, le lycée français, des petits spectacles parfois à Madrid de façon très occasionnelle. Et c'est tout. Et pour écouter même la radio, il fallait faire beaucoup d'efforts pour capter une station de radio qu'on puisse écouter avec netteté, etc. Donc aujourd'hui, on a tellement de moyens, hein, tellement de possibilités de se laisser plonger, comme disait Guillermo, hein, sumergirse dans la culture et dans la civilisation, non, que transmet la langue, que c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Ces élèves qui ont vraiment fait un bond en avant dans leur apprentissage, c'est ceux qui font ça. C'est ceux qui, quand ils sortent de la classe, ils regardent la presse, ils écoutent la radio, ils vont voir un film en version originale, ils lisent un petit bouquin en français. Et ça, peu à peu, c'est ce qui fait que l'élève vraiment arrive à maîtriser la langue. Parce que c'est très limité de ces 4h30 de cours par semaine. C'est très limité. Ici, on fait ce qu'on peut et on fait pas mal de choses. Hein. Mais c'est ça. Et puis, c'est très important parce que, aussi, que vous disiez dans le public aussi, que vous faites du français parce que vous l'aimez. Ça, c'est très important. Hein. De ne pas faire quelque chose parce qu'on est obligé de le faire. Faire quelque chose quand il y a une relation affective avec l'apprentissage, ça facilite énormément. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en train d'étudier précisément ce qu'on appelle les neurosciences ont vu que notre apprentissage, toute notre partie cognitive est tout à fait en rapport avec notre partie affective. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la différence entre la tête, l'apprentissage intellectuel et nos sentiments ou nos émotions. Chaque fois que nous mettons de l'affection ou des sentiments ou des émotions dans l'apprentissage, cet apprentissage il va être beaucoup plus facile ou beaucoup plus productif. Hein? Parce que les choses qu'on apprend avec plaisir, on les apprend beaucoup plus facilement que les choses qu'on apprend parce qu'on est obligé de les apprendre. Alors, la chance qu'on a en général avec les élèves de français, c'est que la majorité d'entre vous font du français parce que vous aimez le français. Et ça, c'est une grande chance. Hein? Alors, comme prof, c'est sûr que c'est une chance. Et pour vous aussi, je vous encourage à, justement, puisque vous l'aimez, ne vous limitez pas aux exercices, aux activités de la classe. Faites peu à peu, avec vos propres possibilités. Ce n'est pas pareil pour un élève de basique que pour un élève du niveau intermédiaire. Mais chacun, dans la mesure de ses possibilités, peut faire tous les jours des choses en français. Hein? C'est vrai que le français aussi, ce n'est pas la langue qui nous inonde comme l'anglais, parce que l'anglais, on l'a partout. Hein? Dans notre vie quotidienne, l'anglais est présent dans tellement de domaines, sans qu'on le veuille, on a de l'anglais partout. Hein? Mais on a aussi du français. Et si on sait en profiter, c'est merveilleux hein, de pouvoir, le peu qu'on a, donc de plus en plus, on a quand même des chances d'aller voir un film à VO, l'Internet, c'est l'ouverture au monde, donc si on ne l'a pas sur place, on peut faire tellement de choses sur le web que vraiment on a aujourd'hui cet outil qui nous ouvre les fenêtres au monde entier. Et comme disait aussi Guillermo, le français ce n'est pas seulement la France, hein, c'est la francophonie, et la francophonie c'est sur les 5 continents qu'on parle le français. Hein. Et moi j'oserais dire que le français aujourd'hui c'est une langue de la pensée mondiale. C'est la langue qui est représentée dans tous les continents. Hein. Donc on peut dire que c'est la langue qui véhicule la pensée mondiale. Et même si on a l'impression que « Oh, pourquoi je vais faire du français? Tiens, le français, ça sert à quoi ?» hein. C'est vrai, on a de moins en moins d'élèves qui font du français parce que l'anglais, c'est l'anglais qui prédomine. L'anglais, c'est la langue des affaires, c'est la langue
de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'économie, c'est les affaires. Le monde est en train de bouger grâce à ça. Donc, par rapport à ça, quel poids a la culture? Bon, c'est vrai que c'est aussi la langue des affaires parfois, parce que le français aussi, ça peut s'employer dans le domaine des affaires. Mais je crois que face à cette mondialisation de l'anglais et cette uniformisation de la langue et par conséquent de tout le reste, je crois que le français apporte quelque chose de plus, hein, et que le français sert à diversifier un peu ce panorama mondial qui est centré sur une langue qui s'est imposée comme langue internationale. Je n'ai rien contre l'anglais, moi j'ai fait de l'anglais et je l'ai appris aussi avec plaisir, etc. Mais l'idée c'est ne nous limitons pas, parce que grâce à la connaissance d'autres langues, je ne vais pas seulement apprendre à parler, à communiquer dans une langue, mais quand j'apprends une langue, j'apprends à voir le monde avec les yeux de cette langue. Parce que chaque langue interprète le monde à sa manière. Alors c'est une manière si enrichissante de pouvoir s'ouvrir intellectuellement, émotionnellement, etc., à d'autres possibilités, que je trouve que c'est... La langue, en définitive, ce n'est pas le but. La langue, c'est le moyen pour communiquer d'autres finalités plus vastes. Bon, après ce speech, je me tais. Oui, mais on l'a utilisé. Après ce discours qui vous invite à la réflexion, j'aimerais quand même que vous posiez, même si c'est des petites questions très simples, ils vont être vraiment ravis de vous répondre. Et je crois que vous avez l'occasion aujourd'hui de trouver des personnes qui en direct vont vous parler de leur expérience. Et je crois qu'il faut en profiter. David, je voudrais te poser une petite question. Et quel conseil donnerais-tu à ces grandes quantités de jeunes qu'aujourd'hui, en raison de notre situation de crise, sont contraints à s'effrayer un chemin, à trouver un avenir et au-delà de nos frontières, soit dans la France, soit dans notre pays, n'importe où. Bon, c'est vrai que la situation aujourd'hui en Espagne, ce n'est pas comme nous voulons qu'elle soit. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est important pour ces gens qui, en pensant, peut-être je dois aller à l'étranger. Bon, c'est vrai qu'il faut réfléchir, comme nous avons déjà parlé. Par exemple, dans mon cas, je me suis allé en Russie sans savoir aucun mot, seulement Spasiba. Spasiba. C'est ça de tout. Mais c'est difficile. Donc, il est important que nous qui sommes ici, que pouvons apprendre une langue, c'est important de prendre cette chance pour le faire, et n'importe pas quelle langue. Je suis d'accord avec Marc, aujourd'hui l'anglais c'est dans tout, pour la monde entière, tu peux le trouver facilement, mais ce n'est pas excluant. Tu peux apprendre le français, tu peux apprendre l'anglais aussi. Dans mon cas, j'ai fait aussi de l'allemand ici à l'école de langue. Malheureusement, je ne peux pas l'utiliser. Donc je suis en train de l'oublier. Mais aujourd'hui,
d'apprendre le russe. Et je l'apprends avec plaisir. Parce que pour moi, quand je vais au restaurant, c'est plus facile de pouvoir communiquer avec l'officiant et savoir qu'est-ce que je vais commander. Et, par exemple, mes collègues on attend que je commande pour lui. Oui. À sa place. Je pense que ici en Espagne, encore, nous avons beaucoup de possibilités pour apprendre des langues et je pense que nous devons le faire. Parce que une chose qui est vraie aussi, c'est que en général, le niveau les pourcentages de gens qui parlent une autre langue en Espagne est plus bas. Est très bas, très bas. Donc, je pense que nous pouvons l'améliorer. Donc, en définitive, tu conseilles le plus les écoles de langue, Oui. en tant que professionnalisme Oui. de la part du professorat. Oui. Et c'est un bon lieu pour apprendre les langues en général. Dans mon cas, mon expérience avec toutes les langues, l'anglais, le français, l'allemand, je l'ai fait tout ici. Et je pense que pour moi, c'était bon. C'est le meilleur. Bon, je pense que c'est le meilleur endroit pour apprendre Oui. la langue. Moi, je fais l'anglais. Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose qui me touche très, très fort politiquement. C'est qu'après ça, avec cette libéralisation des services, il y a une véritable campagne dirigée par des gens qui veulent gagner de l'argent, qui s'engagent dans des Cambridge trucs, dans des alliances françaises, pas autant, mais que des instituts. Il y a tout dans tous les collèges, dans toutes les écoles, il y a beaucoup de monde qui offre de passer tous les niveaux du Cambridge. Je crois que dans les écoles et dans les EOI, on travaille très bien et j'ai eu toujours de très bonnes expériences et de très bons profs. Et ça c'est une chose. Encore je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il disait. La passion des langues, elle manque encore en Espagne. Il y a des pays où on aime, où l'on aime apprendre n'importe quelle langue. Moi, pendant le temps que j'étais suisse, j'ai participé dans les tribunaux de Instituto Cervantes. Nous étions comme autre chose, comme un prof, mais pour passer les délais, diplôme espagnol de lengua extranjera, l'Instituto Cervantes nous engageait, moi j'ai participé 11 fois dans ces tribunaux. Il y avait énormément de Suisses, d'Italiens qui repassaient la frontière pour venir à Zurich, pour faire l'examen du délai. C'était énormément de gens. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient aller non seulement en Espagne, c'était au Chili, au Mexique, n'importe où. Ils s'aimaient la langue, parce que c'était... Et je crois que le profil était un peu le même qu'ici. C'était des gens qui, entre 30, 40 ans, même 100 ans, qui travaillaient par la plupart et qui voulaient se développer encore plus. Entreprise, je vends des choses, moi je peux vendre en Bolivie. Alors j'apprends l'espagnol. Et il n'avait aucun peur, français, espagnol, n'importe quoi. C'est-à-dire la passion de connaître d'autres langues. Je crois que pour raison historique et politique, l'Espagne a été isolée à partir de Philippe II. Hein, on sait pourquoi, parce que ça n'intéressait pas que les Espagnols allaient dans des pays protestants, mais les protestants venaient ici en Espagne. C'est-à-dire, parce qu'à Valladolid, on les coupait. On les brûlait quand même, comme expliquait les livres. Mais je crois que c'est celle la raison. On disait que Dieu parlait, donc les Espagnols parlaient avec Dieu en espagnol, quelque chose comme ça. Je crois qu'on a un certain chauvinisme espagnol, c'est-à-dire que nous sommes très importants, et comme dit le Manquiña, ce fameux auteur, no hay que examinar a estos cuando vienen aquí, que hablen espagnol. Il faut s'ouvrir, il faut parler n'importe quelle langue.
Diego, tu qui as fait des études à Lille, est-ce que tu le recommandes d'aller? D'aller ailleurs, bien sûr. Parce que dans mon cas, c'est la vie quotidienne qui m'a appris le français. Alors c'est la meilleure façon de le faire. J'ai eu une bonne chance de le faire parce qu'il y avait des engagements entre les écoles et il y avait aussi une bourse. Alors c'était une bonne opportunité. T'aimerais bien travailler là-bas ou... Si j'aimais? T'aimerais travailler Ah, là-bas? après. Oui, dans le futur. Oui, je vais essayer de trouver quelque chose ici. Je suis en train de chercher. On verra. Je préfère rester ici. Mais si je ne trouve pas un bon boulot ou je sais pas, mon salaire. Voir. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'aimerais rester ici? C'est mon pays. Il y a ma famille, il y a mes amis, pour l'instant, s'ils partent pas. Et j'aime bien la bière à 1 euro, 1,5 €. Je sais pas. La bière à 1,5 €. 1,5 €. Il aime bien la bière à 1,5 €. C'était combien là-bas la bière à Lille? C'est cher. Aussi, il y avait bière japonaise qui est plus de 5 €. Plus de 5 € la bière. Non, mais c'était la pinte. Alors, une pinte, c'est un demi-litre. Un demi-litre? Oui, oui, là-bas, ils boivent comme ça. C'est un demi-litre. Diego, tu as des problèmes avec des horaires pour manger à la France? Là-bas? Oui, tous les jours. Non. Et à midi, de vendredi, non, de lundi à vendredi, ça allait à midi, ça allait. Parce que manger, bon, tout le monde a faim à midi, non? Vous mangez quelque chose à midi. Bon, alors ça allait. Après le soir, chez moi, j'arrivais pas à le faire. Je mangeais comme ici, à 22h, 23h, si j'avais la flemme de cuisiner. Et le week-end, bien sûr, 15h, au moins 15h. Mais c'est la flemme. Non, le week-end et le soir, tu avais l'horaire espagnol. Ouais. Et du lundi au vendredi à midi, l'horaire français. Oui, à midi, parce qu'il faut le manger à la cantine. Pour ne pas À la résidence. Au resto. Les horaires de la fête aussi, c'était compliqué. De la fête? Oui, parce C'était que... comment les horaires de Quels la sont fête? les horaires de la fête? Mes horaires ou... Les horaires en France. Les horaires, bon, ils sortent plus tôt qu'ici. Alors, peut-être à 21h, ils sont déjà dehors et moi, je n'ai pas encore dîné. Je disais, bon, vous m'attendez et je vous appelle après. Diego, je me demande, tu es sûr que tu étudies là-bas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer un peu à la culture de ça. Oui. Mais il y a des choses et des choses. Tu as le temps pour tout. Tu as le temps pour tout faire. Je dis que tu as beaucoup de temps pour faire tout. La fête, étudier. Manger. Cuisiner. Les études sont importantes, mais la culture aussi. Oui. Bien sûr. Où est-ce que tu as appris le plus de français? À la fac ou dans la rue? Je pense que dans la rue. Dans la rue. Avec l'équipe de football. Les romans, oui. Non, mais c'était très important d'abord d'étudier à l'école, c'était très important parce que en plus c'était pas mal d'heures tous les jours. Il y avait des jours que j'avais 8 heures de cours, il y avait des semaines que j'avais 35 heures de cours, c'est pas comme ici. Alors ça fait du bien. Et après à Lyon, les boulots,
aussi c'était très important de travailler avec des Français tout le temps, en français. Mais je pensais que je ne comprenais rien du tout, parce que je les regardais comme ça, mais bon, je comprenais à la fin. Et après, il faut aussi faire quelque chose d'autre, il faut regarder des films, parce que moi, quand je te dis que j'étais parfois découragé quand je rentrais chez moi, aujourd'hui, j'ai rien compris au cours, et je vais regarder un film et je vais essayer d'améliorer pour peut-être demain, je vais comprendre un petit plus. Tes examens étaient écrits ou à l'oral ou... Écrit. Et tu as trouvé beaucoup de problèmes? Non, il n'y avait pas de soucis.